Nouvelle semaine qui s'offre à nous et c'est une nouvelle découverte à travers bien sûr notre rubrique à la découverte 2 et bien sûr cette semaine également on va développer des thèmes à travers les différentes chroniques et on recevra des invités pour parler de divers sujets. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle semaine de présentation de l'émission Bonjour le Faso. Bonjour encore à tous et bienvenue. Alors, cette semaine, on part au Musée national pour vous faire découvrir l'habitat du Faso, où on retrouve plusieurs habitats, donc de plusieurs ethnies du Burkina. Ça sera dans la rubrique à la découverte de. Aujourd'hui, pour la revue de presse, Elhaj Amadé Soro va nous rejoindre pour partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous partons à la découverte, bien sûr, d'une chronique. Il s'agit de la chronique du mois André Sawadou. Chronique politique, on en parlera tout à l'heure. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Merci de nous renouveler votre fidélité. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique à la découverte. Direction le musée national pour vous faire découvrir l'habitat du Faso. Voilà. Notons pour commencer que le musée national est situé sur l'avenue Thomas Sankara maintenant de Ouagadougou, ancienne avenue Charles de Gaulle. Le nouveau joyau donc du musée national est l'habitat du Faso dont l'inauguration a eu lieu en 2022, c'était précisément le 31 mai. Et ce projet, il faut le rappeler, a coûté 70 millions de francs CFA. Les habitats du Faso est un site qui permet de visiter les habitats d'une dizaine d'ethnies du Burkina Faso. On retrouve 10 types d'architecture différentes qui constituent les habitats de quelques ethnies du Burkina Faso. C'est un lieu qui permet de visiter tous les habitats du Burkina Faso en un seul endroit. On a les habitats Mossi, Bissa, Gourossi, Samo, Peul, Dagara, Senufo, Gourmaché, Bobo et Maka. Cet espace permet aux jeunes de découvrir l'environnement du village dans la ville. Au sein de l'habitat du Faso, vous retrouverez les réalités du village. Il y a dès l'entrée à gauche un cabaret qui rappelle justement donc le village. Ce cabaret est installé avec des canaries où on retrouve un hangar également. On retrouve également au niveau de l'habitat du Faso des champs de maïs, de haricots, de mil. On retrouve des lieux d'élevage, de volailles également. Le projet Habitat du Faso est l'œuvre du cinéaste Apolline Traoré, qui est l'ambassadrice du musée national. Elle a piloté ce projet de l'habitat du Faso et a réuni notamment les fonds nécessaires pour sa réalisation grâce à des partenaires. Ce projet Habitat du Faso est accompagné d'un projet musical également. Il y a notamment un album qui est sorti le jour de l'inauguration. Cet album de 11 titres est chanté en 11 langues nationales par des Amazones de la musique burkinabé. Donc, histoire donc de revivre ou de revenir aux sources à travers ce mini-village dans la ville. C'est un lieu également qui invite à la cohésion sociale. On vous invite au musée national pour découvrir l'habitat du Faso et les autres expositions donc du musée national et vous avez la possibilité de découvrir en tout cas ces habitats du Faso là à travers la visite du musée. Donc il reste quelques jours avant la rentrée. Pourquoi ne pas profiter y aller en famille? C'est bien sûr à Ouagadougou et comme je le disais, c'est sur l'avenue Thomas Sankara. Ancienne avenue Charles de Gaulle. Donc allez-y visiter notamment l'habitat du Faso. Merci de votre attention. On va marquer une petite pause et on retrouve Elhaj après pour les informations. Nous recevons ce lundi Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour Elhaj. Bonjour Abzeta. Bonjour à toutes et à tous. Merci. On commence par le pays. Absolument. Nous commençons donc par le journal Le Pays. À la une du pays, coopération Chine-Burkina. Des hommes d'affaires chinois et burkinabés échangent avec le chef de l'État. Deuxième édition de la semaine du cinéma chinois au Burkina pour une coopération culturelle plus enrichie, plus bénéfique pour les deux hommes, pour les deux pays. Autant pour moi. Décès de l'épouse du fondateur des éditions du pays. Ce que connaissances et proches retiennent de la regrettée forte émotion à la levée du corps. Journée internationale de la paix, JFP prêche le vivre ensemble. Confidence du week-end, entrée de Ouagadougou, les véhicules diplomatiques, ambulances, corbillards soumis au contrôle. Pratique frauduleuse au Burkina Faso.
La CNRF appelle les citoyens à la vigilance. Concours prix Galien, les acteurs élisent les textes pour une meilleure organisation du concours. Actu Sport, Tour du Faso 2024, les comités d'organisation à l'épreuve de la bonne gouvernance. À la suite du pays, nous avons rendez-vous avec aujourd'hui au Faso, à la une donc d'aujourd'hui au Faso, semaine du cinéma chinois, un pont culturel entre la Chine et le Burkina Faso. Législative anticipée du 17 novembre au Sénégal, crispation préélectorale, Pastef Bibi. Journée internationale de la paix et de la tolérance 2024, coup de goût, rampe de lancement avec le ministre Edasso Baela. Gendarmerie nationale, la 50e promotion, l'espoir d'un peuple. News du jour, Émile Zerbo chez Bassirou Diomaye Faye. Fouille systématique des ambulances, corbillards et fourgonnettes blindées. Tout du Faso, les CNO installés. Prince Hakim aux commandes du patronat section centre-est. Où est passé Robert Gam, SG du PSF Tchad. 13 candidatures validées pour la présidentielle au Ghana. Le CNSP nationalise les mines d'or et d'uranium. D'un scrutin, l'autre en perspective, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, tentation par-ci et anticipation par-là. Et nous terminons avec les quotidiens, l'Observateur Palgar, les doyens donc des quotidiens au Burkina Faso, à la une de l'Obs, 6e édition de la nuit de l'entrepreneur touristique, 8 trophées officiels décernés. Forum d'affaires sino-burkinabé, Chin pour une nouvelle étape dans les relations. Centrale solaire des Actuli, plus de 200 plans mis en terre. 64e anniversaire de l'indépendance du Mali, un trouble fête nommé Génim. Contrôle de police, ambulancier, porteur funéraire, vos papiers. Campagne africaine de club, les tirs au but fatal au Burkinabé. Merci bien, Nabou Elad. Alors, on revient sur quelques sujets d'actualité. Intéressons-nous à cette rencontre de coopération entre les hommes d'affaires chinois et burkinabés. Absolument, Abzeta. Il faut donc rappeler que cette rencontre entre les hommes d'affaires chinois et burkinabés survient à l'issue donc du sommet Chine-Afrique cette année, en début donc du mois septembre à Pékin, à Beijing. Donc, c'est la suite logique, effectivement, de cette rencontre. Nous en avons parlé dans une de nos éditions où, effectivement, les dirigeants africains et chinois se sont rencontrés donc pour essayer de dérouler la feuille de route de la coopération entre les deux blocs, entre les blocs chinois et les blocs africains. Et au cours donc de cette rencontre de Pékin, le président Xi Jinping a prononcé un grand discours dans lequel il a mis la Chine au même niveau que les pays africains qui ont subi donc les affres de la colonisation et qui ont également été laminés donc dans un passé assez récent par les grandes puissances, les puissances impérialistes. Vous savez très bien que la Chine a été colonisée, même si que les pays africains, mais a su effectivement surmonter cette étape douloureuse de son histoire et tracer les sillons de son développement et de son autonomie. Donc, entre les deux blocs, il y a beaucoup donc, de points communs, comme je l'ai dit, le passé colonial, mais aussi la situation d'extrême pauvreté qui a caractérisé la Chine et que par la suite, ils ont donc compris qu'il faut une véritable prise de conscience au niveau national, qu'il faut également de la discipline, de la rigueur dans le travail. Aujourd'hui, la Chine, si elle n'est pas la première puissance économique, elle est au moins la deuxième. Et selon selon donc les observations et les observateurs du moins, alors la Chine pourra supplanter les États-Unis à l'horizon 2035-2040. C'est pour donc dire que rien n'est fatal si on se donne les moyens d'une véritable prise de conscience, d'une véritable discipline dans le travail. Et comme cela a été dit, cette rencontre donc, entre les hommes d'affaires chinois et burkinabés vient pour matérialiser les propositions qui ont été faites. Et vous savez très bien que la rencontre a été présidée par le Premier ministre burkinabé, Tambela. Et donc, au cours de cette rencontre, des propositions ont été faites, notamment, on a écouté surtout la partie burkinabé qui a démontré, ou qui a en tout cas expliqué quelles sont ses attentes par rapport effectivement par
rapport à la partie chinoise. Vous savez très bien que quand on regarde au niveau des statistiques, on se rend compte que la Chine est le premier partenaire commercial du Burkina Faso, de l'ordre de 14% de l'ensemble donc, des investissements donc, étrangers. C'est pour donc dire que c'est un partenaire fiable, un partenaire qui n'a pas coutume donc de nous dicter des conditionnalités politiques, etc. Vous savez très bien qu'avec certains partenaires, ils exigent, avant donc d'établir des liens de coopération et de collaboration avec vous, ils établissent un certain nombre donc, de conditionnalités souvent qui frisent, n'est-ce pas, l'arrogance ou qui frisent même le mépris. Ce n'est pas le cas avec la Chine puisque ce qui est mis en avant, donc c'est les profits gagnant-gagnant, c'est-à-dire une coopération axée sur le respect mutuel, sur le respect des valeurs culturelles de chaque partie. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de pays sont en train donc de se tourner vers la Chine populaire et qui a montré, grâce à son dynamisme, grâce à sa discipline, grâce à son travail, que effectivement le développement n'est pas une donne anthropologique ou n'est pas seulement lié à une race ou à une région donnée. C'est toute nation qui se donne les moyens de se développer. Alors cette nation peut se développer pour qu'elle se donne les moyens en investissant énormément dans le secteur de l'éducation, dans le secteur donc de la recherche scientifique. Aujourd'hui, quand on regarde, c'est le top 5 ou le top 3 donc, des pays qui chaque année forment des ingénieurs. On se rend compte que la Chine fait partie effectivement de ces pays. Or, un pays ne peut pas se développer si il relègue au second plan les questions liées à la formation des ingénieurs, etc. Donc, au cours de cette rencontre entre les hommes d'affaires chinois et burkinabés, il y a eu des projets de financement, des chemins de fer, d'autoroutes et de bien d'autres secteurs. Et bien sûr, le Burkina Faso actuellement a un seul souci, savoir la reconquête du territoire, la pacification des zones déjà libérées, mais aussi le retour des déplacés dans les localités respectives. Tout ça ne doit pas nous faire oublier que nous devons également travailler à développer notre pays. C'est pourquoi il faut donc saluer ces genres d'initiatives et qui sont donc des initiatives très concrètes, comme je l'ai dit, qui viennent suite à la rencontre au sommet qui a eu lieu donc en Chine en début de ce mois de septembre. Bien sûr, merci beaucoup. Merci. Vivement encore d'autres coopérations. Alors, on va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Devenir africain est une chronique qui paraîtra et qui paraît déjà donc chaque 3 mois. Une chronique trimestrielle qu'on va découvrir parce que nous sommes avec l'auteur de cette chronique-là sur ce plateau. Donc, on va dire auteur et promoteur en même temps de cette chronique, Monsieur Kelgwende André Sawadgo. Il est analyste, consultant et chercheur indépendant. Bonjour à vous, Monsieur Sawadgo. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. On découvrira ensemble le devenir africain que vous avez présenté à la presse, et le premier, le deuxième numéro également qui a été présenté à la presse. Et vous avez bien sûr lancé les bases aussi du troisième numéro qui va paraître en novembre, non? Oui, en principe. Mais découvrons plus qui est Monsieur Sawadgo. Alors, vous avez fait philosophie. Des études en philosophie, plus précisément la philosophie de la culture et du développement. C'est quoi en fait cette spécialité? Alors, il faut dire que c'est une branche qui n'existe pas en tant que telle de manière classique, parce qu'à l'université, on va vous classer en philo, politique, épistémologie, voilà, quelque chose comme cela. Okay. Et la culture est plutôt en fait enrôlée dans le grand champ de l'art. C'est très rare qu'on lit la culture et le développement. Mais moi, j'ai vu en réalité, comme le dit le président du FASO, on nous met à l'école. Et j'ai lu Joseph Kizerbo qui m'a vraiment titillé. Et bien sûr, avant moi, il y a des gens qui ont travaillé sur Joseph Kizerbo. Ça m'a davantage motivé. Quand bien même en son temps, en 2019, il y avait des professeurs à l'université qui étaient vraiment réfractaires à ce qu'on soutienne sur Joseph Kizerbo parce qu'il n'était pas philosophe. Mais moi, j'ai vu, en fait, si vous prenez l'œuvre, en fait, que j'ai dédicacée en janvier passé, j'ai dit, en fait, la philosophie, en fait, n'est pas tant une réflexion ancienne et occidentale qu'une réflexion contemporaine
africaine aux défis de l'Afrique et de l'humanité. Donc, c'est ce qui m'a motivé justement à faire le master 1 sur cette thématique-là, la culture et le développement. Et j'ai fini par publier en fait les travaux sous forme de livre en janvier dernier. Ah oui. Et vous êtes également enseignant? Oui, je suis enseignant, je suis professeur de lycée et collège. Voilà. Aujourd'hui même, si je finis avec vous, je dois me rendre aux journées pédagogiques. Okay. Voilà, donc ça commence dès demain matin. Alors, donc voilà, et on essaie de faire avec peu à peu. Et par exemple, cette journée va consister à une sorte de réforme, mais qui n'en est pas révolutionnaire, mais néanmoins c'est une forme c'est une réforme par la forme. Et au moins une nuance dans la pédagogie. Bon, mais nous on souhaiterait plus quelque chose de mieux, mais c'est pas grave. Peu à peu on va aller, parce que si je parle de cela et je fais un clin d'œil à un monument de la philosophie tel que le professeur Mamadi Savadro, je pense bien que vous n'êtes sans savoir qu'il fait la philosophie amorée. Depuis plus de 10 ans, il fait la philosophie amorée. C'est un pari réussi au Kenya avec le philosophe Ngugi wa Thiong'o qui fait la philosophie en Kiswahili. Donc c'est un défi, voilà, qui va nous amener justement à philosophie justement dans nos langues maternelles. Et justement, quand on parle de philosophie, certains même tout de suite ont peur de la philosophie ou des philosophes. Bon, enfin, parce que souvent aussi vous nous faites savoir que enseigner la philosophie ne veut pas forcément dire qu'on est philosophe. Mais est-ce qu'on peut enseigner la philosophie sans être philosophe? Oui, c'est possible. Et c'est la plupart des cas. C'est la plupart des cas, parce que vous avez en fait des gens qui récitent des pensées des autres. Oui. Des gens, en fait, nous, on les appelle les ouvriers de la philosophie. Je le fais, je viens faire ma vacance, ou bien je suis professeur, je prends mon salaire, mais je ne me range pas dans une doctrine philosophique précise, où je ne cherche pas, en fait, à faire immerger une pensée propre. Il y en a, oui, donc c'est distinct. Et faire la philosophie, c'est juste connaître l'histoire de la philosophie pour certains, mais ce n'est pas épouser une doctrine philosophique, encore moins l'en ancrer. Oui. Voilà. Alors, vous êtes un homme à plusieurs casquettes, parce que vous êtes engagé également pour le bien-être des jeunes à travers des projets, à travers donc des formations en entrepreneuriat. Pourquoi adjoindre tout ça en tant que chercheur, enseignant-chercheur, enseignant à temps plein aussi dans des établissements? On trouve du temps pour des projets de jeunes et pour des formations en entrepreneuriat. Oui, en fait, cela est une nécessité. Avant même que je ne devienne enseignant, avant même que je ne finisse mon master, en fait, j'ai vu en fait cet impératif face à notre société. L'école, comme le dit Joseph Kizerbo, est une usine de fabrication de chemins. Quand bien même il y a 30% du budget qui est alloué, par exemple, si vous prenez le budget de cette année qui est près de 2800 milliards, vous voyez, c'est comme à peu près 900 milliards qu'on met là-bas pour former des chemins. L'organisation des concours et tout rassemblé, vous allez voir, en fait, autant pour créer peu d'emplois. Vous comprenez? Donc ça interroge. Est-ce que justement on doit continuer dans cette dynamique? C'est pour cela justement que moi j'ai lancé le défi de l'entrepreneuriat dans les lycées et collèges en février 2020, juste avant la Covid, au lycée technique Sangoulé-La-Misana. Et aussi en fait, moi j'ai vu l'entrepreneuriat comme un défi existentiel. Présentement on parle d'entrepreneuriat communautaire. Moi j'ai été l'un des premiers, ou du moins avec mes confrères de l'association des étudiants entrepreneurs, je suis cofondateur là-bas, a lancé en fait cette idée d'entrepreneuriat communautaire. On a invité justement des experts, je veux parler de M. Tou et des autres, à venir s'entretenir avec les étudiants depuis 2019 à l'université. Parce que c'est le premier thème même de mes travaux de recherche, c'est le développement, une exigence existentielle. Sans développement, en fait, on n'a pas d'identité, on ne peut pas exister. Et la preuve palpable, indéniable, c'est le terrorisme. Il n'y a jamais eu de terrorisme, il n'y a pas de terrorisme dans un pays développé. Si le terrorisme, c'est que vous n'êtes pas développé. Donc, on ne peut se développer qu'à partir de la culture. Donc voilà pourquoi justement je suis arrivé à la conclusion justement d'une philosophie de la culture et du développement, et justement mettant l'entrepreneuriat entre parenthèses, bien sûr, mais on va au-delà, parce que le développement n'est pas seulement qu'entreprise, c'est toute une situation complexe. Ok. Votre marque aujourd'hui, c'est Trust Africa. Oui. Donc, parlant d'entrepreneuriat, vous avez concrétisé ça également. Oui. Alors, en fait, c'est une marque que j'ai déposée à l'OAPI. Et pour le moment, je suis dans le domaine de la
l'apiculture et de la phytothérapie. Et voilà pourquoi si vous regardez au dos du journal, il y a le centre de médecine alternative. Je n'ai pas ce profil en fait d'agent de santé, mais je suis dans la chaîne de valeur en fait de la phytothérapie avec cette marque-là. Donc tant au niveau de la production, la transformation, et c'est justement dans ce contexte-là que je mets en valeur la marque Trust Africa. Ça dit tout en fait de ma conviction pour l'Afrique. Vous voyez bien, le livre là, c'est l'Afrique noire et la mondialisation. Est-ce qu'il y a une philosophie de la culture et du développement? La marque c'est Trust Africa et la chronique c'est le devenir africain. Oui. Ça dit tout en fait de ce qu'est l'Afrique est pour moi. Et ça dit tout aussi que vous êtes très attaché justement à l'Afrique et son bien-être. Voilà pourquoi vous parlez du devenir africain. Donc vous êtes le promoteur aujourd'hui de cette chronique trimestrielle dénommée le devenir africain. C'est quoi l'histoire même de la création d'une telle chronique? Alors, il faut dire que l'idée m'est venue depuis 2020 de donner la parole aux étudiants. Okay. Alors, pour moi, il n'est pas question qu'il y ait des étudiants en économie, en sociologie, en médecine, et que dans nos sociétés, il y a des problèmes de santé, de crise de santé, vraiment à la moindre, j'allais dire, échelle. Et il y a des problèmes du chômage pour des étudiants qui ont fait économie, il y a des problèmes sociaux pour des étudiants qui ont fait sociologie. Non, c'est que leur présence est une absence signalée. Parce que si vous êtes là pour lutter contre un problème, et le problème est là, c'est que votre présence est une absence signalée. Donc l'idée est venue, et je mûrissais ça au fur et à mesure. Et justement, l'objectif de cette chronique-là, c'est de parvenir à une revue où on va donner la parole aux étudiants, non pas pour venir nous réciter de la manière où ils sont enseignés à l'université, mais pour qu'ils puissent donner une solution concrète. Okay. Et justement, voilà pourquoi j'ai intitulé Chronique politique. Alors, c'est une analyse, une orientation des politiques publiques. Une politique publique, c'est une orientation qu'un gouvernement pour justement le bien-être de son peuple donné. C'est pour cela qu'avant de lancer ça, j'ai écrit au Premier ministre pour avoir son soutien et heureusement, il a répondu favorablement. Voilà. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là. C'est pour donner la parole au monde étudiantin. Oui, c'est pour donner la parole au monde étudiantin et surtout leur dire qu'ils doivent sortir du carcan colonialisme épistémologique pour être une solution concrète. Moi, je suis allé, j'ai fait la philosophie. Je ne suis pas resté dans la philosophie occidentale. Je suis sorti, voilà, j'aime le dire, des jupes de Hegel, de Socrate, pour me réfugier justement dans la sagesse, dans la pensée de Joseph Kizerbo qui est endogène, qui est, voilà, pragmatique, qui est une solution. Vous me mettez face au défi d'un philosophe ou du moins d'un étudiant ou même un docteur de philosophie classique face à la réalité, c'est pas la même chose. Moi, j'étais à l'université, un pied à l'université, mais j'avais un pied aussi à l'administration. Vous prenez l'administration, il y a très rare de personnalités qui ne me connaissent pas parce que je les fatigue, je dis là, si je finis avec vous, je dois aller même pour une rencontre avec un LG. Donc tout cela, c'est quand je parle de politique publique, c'est un peu dans ce contexte-là. On ne reste pas pour réciter des occidentaux, non. On parle, on puise un peu de leur pensée et c'est ce que j'ai plus. Joseph Kizerbo, il dit que l'universel n'est pas tant l'affirmation d'un particulier qui se croit meilleur, mais la rencontre de ce qu'il y a de meilleur dans chaque particulier. Je prends un peu de ce qui est dans l'Occident, je prends et je reviens, je repars à partir de la réalité sociopolitique et surtout de la sociologie, de l'histoire de l'Afrique pour proposer quelque chose de concret. Vous me dites, proposez-moi quelque chose de concret en matière de politique, de santé, de développement. Et moi, je vous transmets le document dans les moindres délais parce que justement, j'y réfléchissais depuis des années. Oui. Alors, le devenir africain, c'est quoi en fait le contenu? Le devenir africain est pour une révolution épistémologique. Pour dire que nous ne devons pas être à la solde de la pensée occidentale. Okay. Il faut que l'Africain ait confiance en lui. Vous prenez toutes les politiques publiques. La dernière fois, j'étais au CAPES. D'analyse des politiques économiques et sociales, le siège d'Ouagadougou, mais je pense même que c'était en juin dernier, où justement j'ai fait ce reproche-là. Vous voyez, toutes les politiques publiques, SCAT jusqu'au PNDS, c'est calqué sur les programmes mondialistes, que ce soit les OMD, le NUPAD. Donc, comment justement des gens peuvent rester à l'extérieur et venir vous dire comment vous allez vous développer?
comme Jacques Kizerbo l'a dit, on ne développe pas, on se développe. On part de sa propre réalité. Et c'est là où justement où on a besoin d'une intelligence endogène. Voilà pourquoi j'admire par exemple quelqu'un comme Dacier qui dit justement, et si vous remarquez présentement, dans notre dynamique révolutionnaire, il y a très rare d'universitaires, d'intellectuels sur les plateaux comme à la transition de 2015. Pourquoi ? Parce que justement, ce sont des gens qui n'ont pas en fait cette science endogène-là. Ils vont venir vous parler du droit, de l'économie selon la Banque mondiale. Mais écoutez, on est dans ce carcan depuis près d'un siècle. Là. Ça nous a envoyé dans le terrorisme. Donc il faut que nous nous réinventons. Parce que ce défi, il est là. Aucun historien ne peut nous dire dans ce monde qu'un pays s'est développé à partir de la pensée, à partir du paradigme d'autrui. Non, il faut qu'un peuple, qu'une nation se réinvente à partir de son histoire, de sa sociologie. Et c'est justement c'est un défi intellectuel qui est réservé justement à, bien sûr à tout le monde, parce que l'intelligence c'est pas seulement à l'université, c'est toutes les orientations pratiques, toutes les initiatives pratiques, mais justement qui doivent et qui peuvent être bien sûr plus approfondies par l'université. Moi, personnellement, j'ai pu feuilleter le dernier numéro, donc le numéro 12, où vous êtes revenu sur l'actualité. Je pense que vous êtes même revenu sur l'attaque de Barsalgo et d'autres sujets. Parlez-nous d'abord de ce numéro, puisqu'il y a 2 numéros qui sont sortis. On va parler du récent et ensuite on parlera de l'autre. Pour où? Quels sont les thèmes et les sujets que vous avez développés? Pour le premier, je viens à rappel, le sous-titre c'était pour une éthique de la critique. Okay. Parce qu'il était dit que comme quoi il n'y a pas de liberté d'expression, parce que par exemple des journalistes se sont formés en France, avec les masseurs ils veulent regarder la réalité sociologique et sociopolitique du Burkina avec les loupe française. Nous on dit non, c'est faux. Il faut justement une intelligence de cette critique-là. Et la preuve, j'ai critiqué les gouvernements militaires. J'ai dit la gouvernance militaire en procès. Vous prenez le deuxième numéro où vous avez bien vu les critiques qui sont là. Donc c'est la preuve qu'il y a une liberté d'expression. Alors donc c'est pour vous dire simplement comment on doit en reconstruire en fait ce paradigme africain. Et dans ce contexte, à chaque fois, je finis par donner des initiatives pratiques de politique publique. Voilà, données. Alors pour ce dernier numéro, je convoque en fait la gouvernance militaire en procès pour lui dire en réalité, alors la révolution n'est pas tant une agitation, une négation accusatrice qu'une réinvention de paradigme. Ce n'est pas en accusant la France, ce n'est pas en accusant les États-Unis, etc., l'Occident en général, qu'on fait la révolution ou bien qu'on va parvenir à une révolution. Eux, ils nous combattent avec un système que j'ai dénoncé dans le premier numéro, le système mondialiste. Même si vous ne l'avez pas vu, alors lu d'abord. Alors, c'est à partir de là que je dis, suite à cela, il faut que justement cette gouvernance militaire qui se veut révolutionnaire se réinvente un système pour combattre le système mondialiste. Parce que pour le moment, il n'y a pas de système. La dernière fois, hier, j'étais sur les plateaux de RTB3, parce qu'en tant que chroniqueur, je passe régulièrement là-bas. Je disais non, notre problème d'interdisant et comment je veux dire ça, l'exportation de la manne de qualité, c'est la preuve justement qu'on n'est pas en révolution. Parce que si on était en révolution, on aurait des politiques même qui allaient déjà... C'était pas une note à interdire, c'était des initiatives coordonnées, ce que je vais appeler des chaînes de valeur. Et puis, de manière plus précise, dans le document, vous avez bien vu que j'ai dit, on ne peut pas faire une révolution avec le droit. Et c'est là où je critique la gouvernance. Je dis, on suspend la constitution, on abroge l'ALT, on supprime l'ALT et on gouverne par ordonnance. Le Niger a déjà relevé ce défi. Et ça fait 1 an que le Niger fonctionne sans constitution, sans ALT. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est moins efficace que le Burkina et le Niger. Donc ce qu'il y a à faire, ce n'est pas que le Niger vienne à nouveau de... Non, je ne suis pas radical. Je veux vous renvoyer dans l'histoire. En fait, voilà pourquoi j'aime grandement Dacier de Bendouté qui m'influence positivement. Repartez dans l'histoire, vous prenez la révolution chinoise, vous prenez la révolution iranienne, ils sont fait des années avant de faire venir une constitution, avant d'inventer la démocratie. Est-ce que vous savez que le président iranien n'est pas seulement élu, il est désigné et nommé en fin de compte? Pourquoi? Parce que quand ils ont fait une révolution à partir de leurs valeurs culturelles et religieuses, c'était la révolution islamique de 1970-77. Alors,
À partir de cela, il y a eu, genre en Chine, le parti communisme qui a une doctrine idéologique en fait de la révolution. Ils ont l'ayatollah en Iran. C'est le guide suprême de la révolution avec les gardiens de la révolution. Ils ont, à la fin de leur schéma révolutionnaire, ils ont laissé au peuple, en fait, sous une forme démocratique, d'élire leur président. Mais le président est nommé et entériné par l'ayatollah et qui ne peut en fait avoir une décision souveraine sans que les guides de la révolution ne donnent leur quitus final. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il faut suspendre tout, réinventer votre système de révolution avant de revenir en fait à une histoire de démocratie ou du moins à une histoire de constitution et d'égalité. Parce que pour le moment, en réalité, on est en fait dans une contradiction de fait. Parce que si on veut être conséquent, on ne fait pas un coup d'État pour venir se conformer à la Constitution, puisque la Constitution même interdit le coup d'État. Voilà pourquoi on a des problèmes. Ils sont allés rentrer dans l'AIS. Entre-temps, les lobbies et juristes sont venus leur dire que non, ce qu'ils ont fait, c'est inconditionnel. Et c'est un an après qu'ils sont venus introduire le projet à l'ALT pour se conformer. J'ai dit non, mais voici des choses insensées. Et le pire, moi, et je suis dans l'administration, dans cette dynamique révolutionnaire, en fait, on est tellement freiné. Je suis dans des initiatives bien précises dans ces histoires de politique publique. On est tellement freiné. Pourquoi? Parce que la dynamique révolutionnaire n'est pas en conformité avec les dispositions juridiques administratives. Le président va sortir parler, etc., etc. On dit oui, c'est bon. vous partez dans la réalité administrative, il y a des blocages. Voilà pourquoi je dis il faut suspendre tout. Voilà, il faut une rupture radicale pour réinventer ce paradigme-là. Et c'est à travers un système. Mais pour le moment, on n'est pas dans un système. Ah oui. On est dans une forte sorte de gouvernance hybride, de conformisme idéologique. Mais en réalité, moi je dirais même qu'on est toujours dans le paradigme français. Parce que le droit, il est fondamentalement occidental. Dans la culture africaine, dans la sociologie africaine, il n'y a pas de droit positif, il n'y a que les normes et les règles. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous voulez vous laisser gouverner par des lobbies juristes ou politologues, écoutez, vous êtes toujours dans une dynamique française. Pas de la révolution où on a une rupture radicale, où on impose des choses. Non, en réalité, la révolution, les gens résument ça du côté militaire, force. Non, ce n'est pas le fait d'envoyer des gens au front qui est révolution. C'est le système. Écoutez, dans le livre que j'avais publié en janvier, en fait, j'ai fait cas de Haïti. Haïti n'a pas tenu parce qu'il n'y a pas un système. Tant que vous n'avez pas un système, vous ne pouvez même pas tenir. Et je vais vous donner un cas précis. Parce que les cadres, vous prenez par exemple l'attaque de Bamako. On a vu le président s'exprimer du Niger, s'exprimer, etc. Même ce que nous on a vécu ici à Bassalro, ils sont venus. Non, mais si vous regardez au niveau du système mondialiste, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'ONU ou l'UIA, qui sont des moyens du système mondialiste, c'est pas les présidents se mettent en retrait et ce sont des commissions qui parlent. Mais on ne voit pas en fait une commission AIS qui prend la défense de l'AIS. On laisse toujours ça à l'initiative des présidents. Ça, c'est un défaut parce qu'il n'y a pas un système. Et le pire des pires, pendant qu'on tapait les Awatem, la première déclaration conjointe que j'ai vue de l'AIS, c'est pour promouvoir les chars et la femme. Ça, ce n'est pas de notre culture. Ça, ce n'est pas de notre culture. Parce que, en fait, ces chances-là sont toujours, comme je le disais, sont toujours dans une dynamique d'idéologie occidentale. Donc, justement, il y a ce défi, justement, de construire ce système. Parce que quand je fais le procès de la gouvernance militaire, on doit aller au-delà des fusils, des calaches, de la force, pour faire un système. Voilà. Est-ce que sur les 2 numéros que vous avez déjà publiés, justement, vous êtes allé frontalement comme ça à la critique de la gouvernance, comme vous l'avez dit sur le plateau? Et ce que je dis, vous pouvez le voir dans le numéro d'août. Le numéro le numéro d'août, numéro 2 du Devenir africain. Okay. Maintenant, en fait, si je le dis, c'est pour dire à ceux qui nous disaient qu'il n'y a pas de liberté d'expression, qu'il y a bel et bien une liberté d'expression. Et c'est pour cela que le premier numéro était sous-titré pour une éthique de la critique. Il faut savoir faire la critique de manière intelligente pour ne pas être un idiot utile à la sorte du système mondialiste. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans ce premier numéro, l'Occident instrumentalise des valeurs comme la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, alors qu'il n'a même pas la moindre légitimité. Voyez-vous ce qui se passe en Israël avec la Palestine? Ils sont soutenus par qui? Par les acteurs du système mondialiste, par la France, par les États-Unis. Vous prenez même dans leur propre histoire. La France doit sa grandeur à des putschistes.
tous les grands hommes, Napoléon, De Gaulle, sont des politistes, mais c'est cette même France qui veut venir nous donner des leçons. Vous voyez que donc c'est toute la ligne, en fait c'est faux. Donc justement, on peut critiquer, mais pas en fait, on critique pas pour critiquer. Sinon, en réalité, on se fait un idiot utile pour le système mondialiste. Alors, il y a justement ces réflexions-là dans le devenir africain. Est-ce qu'il y a des rubriques où peut-être vous donnez la parole au monde étudiantin? Oui, ce deuxième numéro, en fait, a vu la participation d'un article d'un camarade doctorat en philosophie, mais c'est au niveau de la culture. Mais il faut le dire, les gens, en fait, comme ils n'ont pas une conviction profonde, moi, partout, moi, je sais me défendre. Donc, parlant de la critique, vous prenez l'université, les universités, les diplômes, ils sont plus ou moins en retrait. Mais moi, je disais la dernière fois, moi, j'ai commencé mon histoire d'Afrique, c'est depuis 2019. En ce moment, il n'y a ni MPC, ni AIS. Donc, moi, je ne viens même pas faire le procès. Je ne suis ni, en fait, comment je vais dire, une chorale de louanges pour les régimes de l'AIS, ni encore, ce que j'allais dire, des détracteurs stériles. Non, moi, je fais, en fait, je me lance le défi de la promotion de l'Afrique. Et c'est là maintenant que j'envoie la gouvernance militaire haïtienne pour voir est-ce qu'elle est au défi en fait de la situation, de la vocation de l'Afrique. Et si elle n'en est pas, comment elle doit s'y prendre, d'où le système révolutionnaire africain à reconstruire. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce devenir africain que vous avez lancé? De ce devenir africain, j'ai déjà eu beaucoup d'attentes. Parce qu'à partir du premier numéro, beaucoup m'ont contacté pour contribuer. Voilà pourquoi, si vous regardez à la fin de ce deuxième numéro, j'ai donné l'orientation pour le troisième numéro qui va venir, qui va s'articuler sur les produits locaux, sur les initiatives endogènes. Par exemple, comment impliquer les secteurs privés dans les initiatives de développement? Parce que maintenant, quand on parle de développement communautaire, les gens du secteur privé sont là. Est-ce que... Non, il y a un système bel et bien précis pour articuler à la fois le privé, et le capitalisme d'État et le système communautaire. La Chine en est l'exemple précis. Vous voyez cette Chine qui est réputée tant communiste, et Pékin contient plus de milliardaires que New York. C'est le magazine Forbes qui l'a signifié en décembre 2022. C'était étonnant quand j'ai vu ça. Comment on peut avoir des milliardaires individuels dans cette Chine-là plus que dans une ville américaine? Donc, ouais, on peut articuler, mais ça ne compromet pas la Chine. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez Huawei, mais c'est à la fois étatique, c'est à la fois capitaliste, individualiste, c'est à la fois quelque chose de communautaire. C'est ce que je vais appeler intelligence pratique. Ce que je vais appeler du système de coordination. Donc justement, il y a ces retours-là. Et quand je donne par exemple pour ce troisième numéro, et il y a par exemple aussi ce clin d'œil-là de ces défis structurels administratifs face à ces initiatives-là. Parce que je suis dedans, j'ai déjà même rencontré des structures en la matière, mais attendez le troisième numéro pour voir. Justement, on va parler, le président va parler, certains vont venir sur les plateaux, il y a telle initiative, mais en conseil de ministre on applaudit, mais dans la réalité c'est tout autre chose. Pourquoi? Parce que les dispositions juridiques administratives n'y correspondent pas. Ce sont des blocages. Donc vous allez vous préparer, vous allez voir ça. Et ceux qui ont des contributions peuvent justement nous contacter voilà, pour leur analyse article ou leur avis ou leur témoignage. Ça peut nous réconforter justement et nous outiller davantage pour quelque chose de plus pratique. Parce qu'à chaque fois quand je finis, et je mets ça sur l'espace en public, ça c'est vrai, mais je cible en fait les structures concernées et je les renvoie. Ok. Voilà. Et s'il souhaite peut-être apporter une contribution, vous l'intégrez? Oui, voilà, c'est cela. Mais non, en fait, ça se fait même après. Okay. Voilà, si je finis de publier, je vous envoie. Voici ce que moi je pense de la situation. Voici ce que je dis sur votre service ou le fonctionnement de votre structure. Oui. Est-ce que pour le deuxième numéro, justement, il y a peut-être des gens qui ont apporté leur touche? On sait que la plupart de l'écrit, ça vient de vous, bien sûr, des analyses. Mais est-ce que il y a des gens qui ont apporté peut-être leur touche? Oui,
Et vous avez vu, il y a une rubrique à l'intérieur qui est avis et cri de cœur. Il y a un qui justement qui parlait justement sur le défi de l'emploi. Puisque c'est articulé en trois axes. La gouvernance militaire en procès. Le deuxième numéro, c'est le défi de l'emploi. Quelle est la réponse structurelle que cette gouvernance-là, ces régimes apportent à l'emploi? Parce que sans emploi, justement, il y aurait toujours du terrorisme. Et justement, ce manque de politique d'emploi est une expression claire de manque d'initiative endogène. Parce que s'il y a un développement endogène, on ne peut pas manquer d'emploi. C'est clair. L'équation est très vite établie. Donc, il y a eu des gens qui justement en ont parlé lors en fait, de nos rencontres comme ça. J'ai le contact. J'ai dit, est-ce que tu peux davantage me formuler ta pensée? Il va dire oui. Voilà. Et à mon niveau, il faudrait qu'on voit, par exemple, pour des jeunes qui veulent se lancer, comment, c'est pas seulement financièrement, mais techniquement à travers des loyers, est-ce qu'on peut réfléchir à ce niveau? Donc, il y a tous ces apports-là comme contribution. Le premier est sorti, le deuxième c'était en août. Il est disponible où, le Devenir africain? Le Devenir africain est disponible principalement à la librairie universitaire et dans les stations Total, Wayuya, Koudougou, Bobo. Voilà, ce sont les villes d'abord qui sont ciblées. Et le premier numéro sera bientôt en ligne pour ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, qui peuvent télécharger, qui peuvent lire pour justement féconder la pensée. On l'a à combien? On l'a à 1000 francs. 1000 francs, ok. Oui. On va le représenter aux téléspectateurs. Donc voilà, le Devenir africain. Et voilà comment ça se présente. Ça, c'est le deuxième numéro. Voilà. Et donc, il faut... Voilà, oui. Donc ce sont les politiques publiques de manière pratique ici. Quand je parle de chaîne de valeur, et ici, je disais la formation professionnelle dont on parle tant, comment l'articuler. Parce que si vous ne valorisez pas la formation professionnelle, on va retomber dans les mêmes travers que l'enseignement général. Et comment relever ce défi? J'en parle. La formation professionnelle. Vous avez la possibilité de vous procurer des 2 numéros en tout cas disponibles du Devenir africain by M. André Sawadogo pour notamment ses réflexions politiques, développement et tout en lien donc avec le Burkina Faso et l'Afrique en général. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation parce qu'on a épuisé donc notre temps d'entretien. Quel serait votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? Je veux dire aux Burkinabés, aux Africains de croire en la l'AIS. Non pas seulement que les dirigeants se disent révolutionnaires, mais parce que c'est au peuple même de relever ces défis. Parce que personne d'autre ne viendra développer l'Afrique, ce n'est pas les Africains. Donc croyez en vous et le reste viendra. Donc merci aux téléspectateurs de Savane TV. Je vous remercie aussi pour votre amabilité. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Merci bien et bon vent au Devenir africain. Le prochain numéro, ça sera en novembre. Merci bien. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Savane TV, la télévision des nouvelles idées.
C'est bientôt la rentrée scolaire. Et qui parle de rentrée parle de fourniture scolaire. Alors, faites très attention en ce moment parce que les arnaqueurs passent par ça pour vous proposer des fournitures scolaires. C'est juste pour vous avoir et puis voilà, avoir de l'argent, vous escroquer en quelque sorte. On a voulu bien partager les conseils avec vous, avec nos amis de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Donc, je vous propose d'écouter attentivement l'entretien avec M. Aimé Ouedraogo qui nous donne les conseils pour éviter de se faire avoir concernant les fournitures scolaires parce qu'il y a des escrocs sur les pages Facebook et sur les réseaux sociaux en général qui proposent des fournitures à moindre coût. C'est juste pour vous arnaquer. Dans la rubrique invité du jour, aujourd'hui, nous recevrons exceptionnellement nos amis de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, représentée aujourd'hui par Monsieur Gesrima Aimé Ouedraogo du service de la communication de la BCLCC. Bonjour à vous, Monsieur Ouedraogo. Bonjour, Madame Nikiema. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Bonjour le Faso. Aujourd'hui, c'est pas la rubrique de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. On est reçu en tant qu'invité et merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci surtout à vous d'être là. C'est important parce que ça urge. Nous sommes vraiment dans la période préparative pour la rentrée scolaire. C'est bien que vendredi ou aujourd'hui pour certains, c'est déjà la rentrée administrative pour les enseignants qui se préparent. Et voilà, malheureusement aussi, qui dit rentrée scolaire parle de fourniture scolaire et malheureusement les arnaqueurs sont rentrés dedans. Voilà pourquoi nous avons enrôlé ce sujet, comme vous avez l'habitude de le dire, arnaque liée aux fournitures scolaires, donc aux achats de fournitures scolaires en ligne. On en parle aujourd'hui. Mais avant, Monsieur Ouedraogo, c'est bien quand même de nous rappeler c'est quoi le métier de la BCLCC. Alors, merci beaucoup. Une très belle question. Faut noter que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a été créée le 14 février 2020 suite à plusieurs recommandations. On a des recommandations au plan national, on a des recommandations au plan sous-régional, mais c'est au regard de la recrudescence des infractions en matière informatique et celles facilitées par les technologies de l'information et de la communication que l'État burkinabé a jugé opportun de créer la brigade. Et la mission première ou la mission phare de la BCLCC, c'est de lutter contre toutes les, on va dire comme ça, toutes les manifestations de la cybercriminalité. Donc c'est la mission première de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Autrement dit, c'est protéger en tout cas les citoyens et leurs biens dans le cyberespace burkinabé. Sur Internet. Sur Internet. Quand vous parlez de manifestation de la cybercriminalité, ça peut être quoi? C'est bien de citer des exemples. Quand on parle de manifestation de la cybercriminalité, on peut parler d'usurpation d'identité, on peut parler de piratage de comptes, on peut parler des arnaques liées au mobile money, qui sont les solutions de paiement que nous avions au Burkina Faso. On peut parler du chantage à la webcam, on peut parler de l'arnaque liée aux investissements et plein d'autres d'infractions qui sont en tout cas commises sur tout simplement sur Internet, tout simplement ou à travers les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est entre autres les manifestations de la cybercriminalité. Ok. Ça veut dire du coup qu'en conclusion, on peut venir vers vous lorsqu'on est victime de tout ça. Vous pouvez venir chez nous. C'est chez vous également. Alors donc, pour porter plainte lorsque vous êtes victime d'actes de cybercriminalité, lorsque vous êtes victime par exemple de diffamation, d'injures publiques sur les réseaux sociaux, vous pouvez prendre attache avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour porter votre plainte. Lorsque vous êtes victime de chantage, victime d'arnaque, voilà, vous vous référez tout simplement à la BCLCC afin qu'on puisse diligenter une enquête en vue d'interpeller en tout cas les auteurs en tout cas de ces infractions-là et en tout cas de vous rétablir dans vos droits. Merci bien, merci. Comme les présentations sont de nouveau faites, c'est bien de toujours rappeler. On va parler de notre sujet maintenant. Alors, on parle donc de cyberdélinquants qui malheureusement proposent des services de vente de fournitures scolaires alors que ce n'est pas du tout réel. Alors, pourquoi justement ça revient actuellement?
Alors, vous savez que les cybercriminels travaillent beaucoup avec les tendances. Alors, et la tendance actuellement, c'est la rentrée scolaire. Oui. Et les parents s'attellent à l'achat de fournitures des élèves. Donc, eux aussi se sont invités, en tout cas à la table, pour essayer de soutirer en tout cas l'argent à ces honnêtes parents qui se débrouillent en tout cas pour pouvoir payer en tout cas les fournitures de leurs enfants. Alors on tient à féliciter d'abord les parents parce que c'est pas facile quand on prend des prêts scolaires et qu'il y a un cyber-escroc, un cybercriminel qui vient encore soutirer quelque chose dans ce prêt scolaire-là. Vous voyez ce que ça fait. Alors donc ça fait double en tout cas douleur, on va dire tout simplement. Alors donc comment ça se passe? Vous savez que comme je disais tantôt, ils travaillent beaucoup avec les tendances et comme c'est la rentrée, alors ils essaient de proposer sur internet, sur les réseaux sociaux, notamment les plateformes numériques, Facebook, WhatsApp, alors on va dire tout simplement des kits scolaires, des packs où vous retrouvez par exemple des sacs, vous retrouvez des cahiers, tout ce qui est fourniture scolaire. Et maintenant, on vous propose en tout cas ce kit-là à un prix très abordable, un prix très bas, un prix défiant toute concurrence sur le marché. Et donc, quand vous rentrez en contact avec eux, ils s'assurent d'abord que vous n'êtes pas dans la même zone. Voilà, si vous êtes à Ouagadougou, ils se retrouvent quelque part, en tout cas à Bourgogne-du-Lasso ou à Koudougou, en tout cas pour vous amener à faire le paiement électronique, c'est-à-dire à payer à travers les solutions de paiement que nous avions, ça peut être Orange Money, Money, etc., etc. Et une fois le dépôt effectué, il coupe tout contact avec vous tout simplement. Non seulement vous n'avez pas votre argent, vous n'avez pas le kit en question, et donc essentiellement vous réalisez tout simplement que vous avez été arnaqué tout simplement. C'est sûr que jusqu'à présent ou actuellement vous enregistrez des cas, raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples comme ça d'arnaques liées aux achats de fournitures scolaires? Alors un exemple, je crois que c'était la semaine dernière, un monsieur en tout cas est passé nous expliquer comment il a été arnaqué sur les réseaux sociaux. Alors donc le monsieur a pris le cyber-escroc, a téléchargé des sacs en ligne et puis des cahiers, c'est tout un kit comme je l'ai expliqué tantôt. Et donc il a fait le kit et puis bon, il a envoyé sur WhatsApp. Lui il était intéressé parce que il se disait tout simplement que à l'intérieur du kit là, il pouvait satisfaire en fait les besoins de ses 3 enfants en même temps. En même temps. Voilà, Wow. vous voyez. Donc au lieu de payer individuellement pour chaque enfant, il a vu en tout cas une offre quand même qui va permettre de répondre aux besoins des 3 enfants. Et donc, on lui a proposé la somme de 25 000 francs pour le kit. Et quand lui fait le point, il se rend compte que rien qu'avec les sacs et autres, avec les fournitures, il se retrouve à 60 000 francs comme voilà, argent voilà, pour payer en tout cas ces fournitures-là. Donc, il a vu par exemple une offre qui pourrait l'intéresser. Et donc, il a contacté le monsieur en question. Et le monsieur lui a fait savoir qu'ils sont à Koudougou. Et donc, ils ont un livret sur place à Ouagadougou. Et donc, ils vont le livrer même depuis le bureau. Et donc, on a demandé, lui, il a demandé un numéro sur lequel il peut faire le dépôt d'argent. Et donc, on lui a donné le numéro en question. Il a fait le dépôt, 25 000 francs plus retrait. Quelque temps après, il attendait un coup de fil en fait du livret, voilà, pour entrer en possession en tout cas de son colis. Et il a passé toute la journée, on ne l'a pas appelé. Le lendemain, il a commencé à appeler sur le numéro. Entre-temps, ça sonnait, entre-temps, ça ne sonne plus. Et donc, il a appelé le réseau pour comprendre est-ce qu'il y avait un process, en fait, pour bloquer l'argent. Il se trouve qu'il avait déjà retiré l'argent. Et quand on fait le point, le numéro n'est pas identifié à son nom, c'est identifié au nom d'une autre personne, évidemment une des victimes, ou encore une CNB qui a été ramassée, qui a été utilisée dans l'achat de la carte SIM, donc ça devient compliqué. Voilà, donc il y a plusieurs exemples, hein. Pour d'autres même, ils ont effectué le déplacement, aller sur un site où bon, on les a dit qu'ils ont leur site par exemple à Ouaga 2000 ou à la Padoua, ils ont effectué le déplacement. Ils ont brûlé leur carburant, ils sont allés trouver que bon, il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas peut-être un site sur lequel ils vendent en fait des fournitures scolaires. Donc beaucoup actuellement sont victimes de ce type d'arnaque là. Donc il était important quand même pour la BCLCC d'en parler
plaider pour quand même que nos parents là, que les parents d'élèves ne souffrent pas pour chercher l'argent pour scolariser leurs enfants, payer les fournitures et que des malins plaisirs, des gens utilisent en tout cas des astuces pour soutirer cet argent-là. Donc vraiment, il y a assez quand même d'exemples. Voilà comment ça se présente visiblement sur le terrain. Monsieur Dago, est-ce qu'à ce jour, quand même, il n'y a pas de grosses sommes concernant les fournitures scolaires? En fait, individuellement, je veux dire, sinon mis ensemble, ça doit être quand même important. Oui, bon, on ne peut pas parler de grosses sommes parce que quand on fait le kit, généralement, il ne peut pas aller au-delà de 50 000. Vous voyez? Et donc, quand on prend à l'échelle d'une personne, bon, c'est 25 000, 30 000, tout au plus 50 000 francs. Quand on prend à l'échelle d'une dizaine de personnes, d'une centaine de personnes, ça fait beaucoup d'argent. Je suppose que le cyber-escroc arrive à arnaquer ne serait 100 personnes par jour. Même s'il va sur la base de 25 000, 25 000 multiplié par 100, vous êtes à 2 500 000. C'est mes calculs, en tout cas, à ce monde. Donc, vous voyez que, mis ensemble, ça fait, en tout cas, un préjudice. Pris individuellement, bon, les gens vont se dire c'est un 25 000 de toutes les manières. Voilà. Souvent, en fait, pourquoi on demande aux gens de dénoncer? Parce que c'est pour, en tout cas, pour qu'on puisse prendre des dispositions pour arrêter, en tout cas, cette pratique-là. Parce qu'ils vont continuer à arnaquer d'autres personnes. Peut-être que vous êtes à l'abri, vous vous dites 25 000 francs, c'est pas beaucoup d'argent, je vais laisser à Dieu. Oui, c'est bien de laisser à Dieu, mais c'est bien aussi d'informer la BCLCC afin qu'on puisse mener des actions de communication pour sensibiliser d'autres personnes, afin qu'on n'enregistre pas, en tout cas, des plaintes ou encore des cas liés à ce type d'arnaque-là, tout simplement. Donc, le fait de dénoncer, c'est en fait préserver d'autres potentielles victimes. Voilà, exactement. Ok. Vous avez, je propose qu'on ouvre la parenthèse sur l'identifiant, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, notamment dans vos enquêtes, vous tombez souvent sur des cyber-escrocs qui n'ont pas justement enregistré leur téléphone, leur puce avec leur nom. Donc, comment aussi individuellement on peut préserver nos identités? Parce qu'ils ramassent des CNDP, ils font ceci, cela, ils partent acheter des SIM avec. Alors, je crois que chaque fois que ce soit les services de sécurité, notamment la police nationale, la gendarmerie, communiquent sur ces aspects-là. Lorsque vous perdez, vous égarez votre CNB, mieux vaut rapidement aller faire une déclaration de perte. Parce que ça vous protège. Je prends un exemple. Vous égarez votre CNB, vous ne faites pas de déclaration de perte et que quelqu'un aurait ramassé votre CNB et aurait quand même posé des actions. C'est à votre nom, en fait, que la personne pose des actions. Ils n'ont pas venu vous interpeller. Pourtant, vous n'êtes pas mené ni de près ni de loin à cette histoire. Et surtout que votre identité a été utilisée, par exemple, dans la commission d'une infraction. Donc c'est pourquoi on demande en tout cas aux populations, chaque fois que vous égarez en tout cas au CNB, allez tout simplement faire des déclarations. Là, en fait, même si quelqu'un utilise votre CNB et commet des infractions, alors on va constater qu'au moment des faits, vous n'aviez pas votre CNB. Et ça vous protège. Voilà. Et deuxième aspect que j'aimerais souligner, vous savez, généralement, quand on part dans les secrétariats publics, on fait souvent des photocopies. Il arrive souvent que c'est pas bien assorti comme on le dit. Et donc, souvent on laisse. Souvent les secrétaires ramassent les soirs sans déchirer. Ils jettent dans les poubelles. Et le soir, les petits malins font le tour en tout cas de ces poubelles-là. Ils essaient de soutirer en fait quelques copies et ils utilisent en tout cas des moyens frauduleux pour pouvoir s'acheter des cartes SIM tout simplement et les utiliser à leur nom. Également, il faut éviter on va dire tout simplement, de prêter en tout cas votre CND pour que quelqu'un puisse acheter une puce à votre nom. On a constaté de par le passé que moi, par exemple, je pouvais venir solliciter la CNB de Madame Nikema, aller payer une puce à son nom, soit en prétextant que j'ai des soucis, voilà. Donc, quand je commets une infraction, quand on va mener les investigations, on remonte à Madame Nikema. Donc, c'est maintenant dans les explications, dans les récits maintenant que vous allez dire, en vrai, à un moment donné, j'avais donné ma CNB à une autre personne qui allait s'acheter une carte SIM. Donc, la personne exerçait à mon nom. Donc, il y a aussi quand même d'exemples. Donc, il faut préserver, en tout cas, on va dire, comme
son identité, en tenant compte en tout cas des recommandations qui sont données par les services de sécurité dans ce sens. Revenons à l'arnaque liée notamment aux achats de fournitures scolaires, surtout en ligne. Vous nous avez expliqué leur mode opératoire. Comment déjà donc reconnaître qu'il s'agit d'une arnaque? Alors déjà, moi je pars sur la base de photos. Les photos. Les photos. Ok. Vous avez de très belles photos, souvent des sacs. Vraiment, ce sont des photos téléchargées. Et pour ceux en fait qui ont quelques notions en matière d'utilisation de téléphone, vous pouvez tout simplement télécharger la même photo et vous lancez par exemple des recherches, vous allez trouver la même photo qui a été publiée sur d'autres sites. Donc vous verrez qu'en réalité, en fait, la photo a été téléchargée souvent même sur des sites. Il arrive souvent même qu'ils ne prennent pas le soin d'enlever en fait quelques informations sur la photo. Il y aurait souvent même quelques informations d'une autre entreprise, de librairie même sur en fait la photo. Ça doit quand même attirer votre attention. Ça c'est le premier aspect. Voilà, souvent des photos, c'est pas réel en fait. Voilà, on va dire c'est des photos téléchargées. Quand vous voyez ces photos, bon, vraiment, c'est pas la même chose quand la photo est prise vraiment dans un magasin. Ça fait, c'est pas les mêmes rendus. Deuxième aspect, c'est le prix. Le prix est très important. On ne peut pas avoir un kit comme ça avec tout ce qu'on a à l'intérieur à ce prix-là. C'est-à-dire quand vous faites souvent le point, essayez de prendre un cahier de 100 pages ou 200 pages, je ne sais pas quoi, ou un sac, vous évaluez et vous essayez de voir si je prends par exemple ce sac-là à 10 000 ou 15 000 francs, plus ces cahiers, est-ce que réellement on peut avoir tout ça à 25 000 francs ou 30 000 francs? Est-ce que sur le marché quand même, si on doit comparer, ça passe? Voilà, parce que bon, à part c'est leur première fois par exemple de payer des fournitures, les anciens savent déjà, ils connaissent déjà les différents prix, voilà, que ce soit les 100 pages, les 200 pages et même les sacs. Donc vous essayez de comparer le prix entre le prix sur le marché et également le prix que le e-commerçant ou le cyber-escroc vous propose. Voilà. Troisième aspect, le mode de paiement. Oui. Voilà, ils vont toujours vous exiger un dépôt. C'est pas mauvais en tant que tel parce que effectivement on peut payer à travers les solutions de paiement. Ben bon, moi je propose chaque fois que vous payez à la livraison. Ça veut dire que je commande un produit, un article, par exemple les fournitures, je dis à mon e-commerçant, voilà, pas de problème, tu peux envoyer ton livret, me livrer au bureau, et dès qu'il arrive, ça me permet de toucher du doigt le sac en question, de voir le kit, est-ce qu'il est complet, voilà, est-ce que ça répond en tout cas à ce qui a été publié au préalable, et donc si tout est au bon fixe, on dit tout est bon, maintenant je procède maintenant au paiement. Je peux payer directement avec le livret, comme je peux maintenant lui dire, il n'y a pas de problème, je te fais le dépôt sur place, le livret vérifie si le dépôt est passé avant qu'il puisse se retirer. Donc, il y a souvent une pression derrière. On vous incite chaque fois à faire vite parce qu'il reste 2-3 kits. Voilà, vous voyez, il y a une pression derrière. Voilà, dernier élément, il y a une pression derrière. On vous invite, bon, on vous dit, il reste 2 kits, il faudra que vous payiez parce que, bon, il y a un qui avait commandé, bon, il est en train de chercher l'argent pour payer, donc il faut que vous ayez vite. Et donc, c'est dans aller vite là, vous allez faire le dépôt là, et maintenant vous aurez vos yeux pour pleurer. Alors, quand même, quand on est un commerçant et on a quand même des articles qui marchent en principe, on négocie tranquillement, on n'a pas besoin de pression derrière. Voilà. Et pas beaucoup de publicité. Quand c'est bon, je pense que ça passe naturellement. Ça passe naturellement. Donc, ce sont des précautions à prendre pour éviter justement donc, de se faire avoir concernant les fournitures scolaires. Donc, on va continuer toujours peut-être avec les conseils concernant les achats en ligne en général. En ce qui concerne les achats en ligne en général, je pense que c'est le même mode opératoire qui est déroulé, souvent avec d'autres astuces de plus, voilà, en fonction de l'individu, voilà. Donc, j'essaie chaque fois, en tout cas, de commenter, on va dire, télécharger des photos qui publient avec des prix très abordables, et donc on vous amène à faire des dépôts d'argent. Alors, donc, comme conseil, de façon générale, en ce qui concerne
les achats en ligne, il faut toujours privilégier en tout cas le paiement à la livraison. C'est très important, ça permet de vérifier, comme je l'ai dit, le produit en question. On a pris l'exemple d'une dame qui a payé, je ne sais pas si c'était du basin, elle a payé de qualité et à la livraison, elle a amené par exemple basin qui n'est pas de qualité. Vous voyez, donc comme elle avait déjà payé, c'était compliqué. Après, bon, c'était difficile de rentrer en possession de son argent ou faire pouvoir échanger. Donc, il faut toujours payer à la livraison. Et moi, sincèrement, pour ces personnels ainsi, la boutique à Ouagadougou, vraiment, faites l'effort d'effectuer souvent le déplacement pour éviter. Allez voir, voilà, avant de payer, voilà. Ou souvent, donnez-vous un rendez-vous quelque part, voilà, avec le e-commerçant ou le livreur, vous touchez, voilà. Et si ça acquiert votre assentiment, vous payez maintenant. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, on enregistre des cas liés aux arnaques, liés aux achats en ligne. Donc, et les tendances évoluent. Hein. Bientôt, ils vont passer à autre chose. Voilà. Après la rentrée, ils vont passer à autre chose. Voilà. Je rappelle que pendant les fêtes encore, ils vont passer à autre chose. Il y aura des tenues de fête, vous voyez. Donc, ils vont encore préparer d'autres choses. En fait, ils travaillent avec les tendances. Voilà. Alors, tout ce qui est à la mode actuellement, ils essaient en fait de rédiger quelque chose pour pouvoir chaque fois soutirer de l'argent. Donc, comme conseil pratique, faites beaucoup attention. Soyez très prudents lorsque vous êtes sur Internet parce que tout n'est pas vrai sur Internet. Tout n'est pas vrai. Moi, je me demande bien comment, par exemple, pour les pages qui proposent les fournitures scolaires ou les entreprises, comment on peut reconnaître que ce n'est pas une page fiable? À la matière, c'est difficile hein, parce que les pages aussi s'écrivent chaque jour. C'est ça aussi. Et donc, souvent, les gens commandent d'aller voir le nombre de followers, mais il y a des gens qui créent, par exemple, rapidement une page pour pouvoir faire la promotion, par exemple, de leur article. Mais moi, ce que j'ai dit, lisez souvent les commentaires. Vous savez, quand on publie quelque chose sur Internet, par exemple, pour la vente de fournitures scolaires, vous allez voir un monsieur qui va venir dire, faites attention, c'est des arnaqueurs. Donc, ça doit attirer votre attention. Voilà, le commentaire peut vous aider. Voilà, chaque fois, lisez les commentaires. Même quand vous partez sur Play Store pour télécharger là, généralement, il y a des recommandations. Vous voyez, il y a des gens qui font des commentaires. Quelqu'un peut venir dire en commentaire que moi j'ai utilisé cette application, mais elle ne répond pas en fait à ce qui est dit au départ. Donc ça vous permet en fait d'avoir une idée. Voilà, c'est la même chose. Donc quand vous êtes sur une page comme ça, vous verrez en tout cas s'il y a souvent des fautes d'orthographe c'est pas une entreprise qui doit faire ça. Je pense qu'ils vont recruter un community manager qui va bien rédiger les textes. Voilà. Mais quand il y a beaucoup de fautes d'orthographe, fautes de grammaire, donc il faut faire beaucoup attention. Lisez les commentaires également pour avoir une idée avant de se lancer ou avant de payer. C'est très important. D'accord, c'est important. Et lorsqu'on est victime aussi aujourd'hui, parce qu'on parle de l'arnaque liée aux fournitures scolaires, malheureusement, si vous vous faites avoir, il y a toujours la BCLCC. Malheureusement, si vous vous faites avoir, il y a toujours la BCLCC pour vous aider. Et donc, la BCLCC est située, on va dire, le siège de la BCLCC à Koulba. Alors, plus précisément à Zavdara, je ne ferai pas de publicité, Madame Nitiémon, ne vous inquiétez pas. Et donc, que ce soit les arnaques liées aux achats de fournitures scolaires, que toute forme d'arnaque, on va dire, ou toute manifestation de la cybercriminalité, lorsque vous êtes victime, prenez attache avec nous et nous avions des contacts pour ceux qui sont à Ouagadougou ou hors Ouagadougou. Alors, le numéro de téléphone va s'afficher au bas de votre petit écran. C'est le 25 39, le 58, le 42. Je rappelle que c'est un numéro fixe. Vous appelez, même si vous avez besoin de la géolocalisation, on vous envoie en même temps où on peut vous guider, en tout cas, à retrouver la BCLCC. Alors, comme nous travaillons beaucoup avec le numérique, on a pensé à tous ceux qui seraient hors Ouagadougou et qui seraient victimes d'actes de cybercriminalité. On a mis à leur disposition une adresse mail dédiée, en tout cas, aux différentes plaintes, on va dire comme ça, et ça s'affiche au bas de votre petit écran, tout en minuscule, un cybercrime, comme vous l'entendez, @sécurité, sans accent, je précise qu'il n'y a pas d'accent, .gov.bf.
Et vous aviez la page Facebook de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Lorsque vous êtes sur votre profil Facebook, vous tapez tout simplement soit BCLCC, soit @BCLCC, et vous êtes sur la page de la BCLCC où vous aviez l'information saine, l'information juste, l'information équilibrée en lien avec la cybercriminalité. Madame Nikema, c'est très important, nous sommes dans la protection des personnes et de leurs biens dans le cyberespace burkinabé. Donc notre slogan, c'est votre sécurité numérique, notre mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit au revoir et à jeudi prochain pour la rubrique de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour évoquer évidemment une des manifestations de la cybercriminalité ou la bonne pratique dans l'usage des technologies de l'information et de la communication. Mais avant, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir à vous. Quant à nous, on poursuit sur ce plateau. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Gesrima Emerouidrago. Il est du service de la communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et je rappelle que nous vous avons proposé cet entretien en rediffusion justement pour parler notamment de l'arnaque liée aux achats des fournitures scolaires. J'espère que vous avez bien noté. Sinon, on se retrouve juste pour se dire au revoir. C'est fini pour le temps imparti. À Bonjour le Faso ce matin. Le rendez-vous est pris pour demain mardi pour d'autres aventures. Prenez soin de vous et à demain. Tschüss.